Christophe Dejour, vous êtes professeur titulaire donc, de la chaire de psychanalyse santé-travail du CNAM. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier, La panne, repenser le travail et changer la vie, donc en 2012. Et vous allez donc intervenir pendant 45 minutes pour nous parler des interrelations entre le travail et les usages de substances psychoactives. Bon, ça marche, oui. Merci beaucoup de cette introduction. Merci à Dominique Lhuillier, Gladys Lutz en particulier, d'avoir eu l'idée un peu embarrassante de me faire intervenir comme ça au début d'un colloque qui se présente de façon très imposante. Donc je vais essayer de façon assez, évidemment schématique de donner un petit aperçu sur la façon dont, en tout cas, moi je comprends l'évolution des idées sur les rapports entre le travail et l'usage de substances psychoactives. Et donc, pour commencer, je pense qu'il faudrait faire une place à l'ivrognerie. C'est le terme qui était utilisé, l'ivrognerie des ouvriers, qui se situerait donc entre le naturalisme et le culturalisme. Au départ des réflexions sur les rapports entre le travail et les substances psychoactives, il y avait surtout la question donc de l'alcoolisme. En 1840, c'est pas uniquement pour remonter comme ça le temps de l'histoire, c'est un moment très important, c'est le rapport de Villermé. Villermé écrit à propos de l'ivrognerie des ouvriers, toute une série de remarques, d'analyses, et il développe une conception étiologique fondée sur les mauvais, donc je cite Villermé, les mauvais exemples, l'apprentissage, la débauche, l'organisation même du compagnonnage, l'oisiveté, le bas prix de l'eau de vie, le grand nombre de cafés et de cabarets, le défaut et l'oubli des principes moraux et religieux. Donc je cite rapidement, chacun de ces termes mériterait évidemment un commentaire, ils sont d'ailleurs donnés par Villermé dans la suite du texte. Un peu plus tard, dans le sublimisme, qui est analysé par Denis Poulot, l'étiologie de l'alcoolisme est surtout rapportée à ces lieux de convivialité que sont les cafés, les troquets, les cabarets, qui sont pour beaucoup les seuls lieux de sociabilité possibles quand on n'a ni l'espace suffisant dans le logement, ni les revenus permettant d'inviter et de recevoir chez soi. La consommation festive d'alors est associée à diverses formes de dérision de l'autorité et de l'ordre social de la fabrique, qui évidemment constitue le cœur du travail de Denis Poulot sur les sublimes et le sublimisme. Chez Zola, qui lui aussi joue un rôle important quand même dans la discussion, dans l'espace public sur l'alcoolisme, en dépit de situations aussi contrastées dans ses livres que L'Assommoir ou à l'inverse le Docteur Pascal, l'étiologie de l'alcoolisme est plutôt rattachée, dans la ligne des théories psychiatriques de l'époque, à une dégénérescence et à l'hérédité alcoolique, plutôt qu'à l'action des conditions sociales ou environnementales, qui ne jouent que comme facteur favorisant de la consommation d'alcool, mais pas comme facteur causal. Puis vient l'idée des professions exposées. C'est plus récent. Les chauffeurs-livreurs, les garçons de café, ceux qui sont confrontés aux travaux de force, les bûcherons, les charbonniers, les terrassiers, et les milieux chroniquement frappés donc, par l'alcoolisme, comme les dockers, les marins-pêcheurs, le bâtiment de travaux publics. Il y en aurait d'autres évidemment à citer. Donc, une exposition au risque d'alcoolisme en rapport avec un milieu, cette fois-ci, un milieu social, économique et culturel. On se rapproche déjà d'une analyse étiologique impliquant le travail et ses contraintes, mais le lien n'est encore pas fait clairement entre la nature du travail, le contenu du travail et les conduites
voilà, d'abus de consommation. Avec les études de psychopathologie du travail, donc dans les années 70, se forme l'idée qu'il ne s'agit pas tant d'un environnement toxique structuré par des mœurs fâcheuses que d'une consommation s'articulant cette fois-ci de façon précise avec des stratégies collectives de défense contre la souffrance, en particulier contre la peur, résultant des risques d'atteinte à l'intégrité corporelle par les accidents du travail comme dans le bâtiment et travaux publics ou par la violence des situations comme dans l'armée. Au demeurant, dans l'armée, les risques ne sont pas seulement ceux qui viennent des combats. Ils sont aussi liés à ce qu'implique psychiquement la participation à l'horreur, comme dans la Shoah par balle, étudiée par Christopher Browning en particulier, où l'alcool sert essentiellement à anesthésier la sensibilité des soldats, à doper leur engagement dans l'activité d'assassinat. Donc j'en viens maintenant à une sorte de complexification, c'est-à-dire les psychotropes, mais leur association éventuellement avec d'autres consommations. Les substances psychoactives ne se limitent en effet pas à l'alcool. Dans les industries de process, comme dans les raffineries de pétrole au Brésil, les hommes, y compris les cadres, boivent pour se défendre contre la peur. Mais dans la pétrochimie, en France cette fois-ci, ils consomment aussi des psychotropes que l'on trouve à disposition dans les armoires à pharmacie fixées au mur de certaines salles de contrôle. Sédatifs de l'angoisse d'un côté, psychostimulants de l'autre, pour ne pas se laisser aller à la somnolence alors qu'il faut conserver sa vigilance et sa concentration, voire amphétamines pour contrer la fatigue, enfin somnifères pour pouvoir s'endormir malgré l'irritabilité et l'intranquillité résultant du travail. À quoi il faut adjoindre les problèmes soulevés dans ces industries de process qui fonctionnent en continu. Il faut donc penser aux problèmes que soulèvent le travail posté et la désynchronisation des rythmes biologiques. Dans ce contexte, les substances psychoactives ne se limitent pas à l'alcool et aux psychotropes. Il y a aussi les problèmes fort préoccupants pour la santé de la surconsommation alimentaire. Sans doute pas dans vos habitudes de les prendre dans le registre de vos préoccupations, et pourtant c'est un problème qui est étroitement lié. Autre façon de calmer l'angoisse, le fait de manger, ou au contraire de rester éveillé, qui engendre les problèmes somatiques et psychiques collatéraux de l'obésité, du diabète, de l'hypertension artérielle, etc. Quelles que soient les substances en cause, l'important est désormais de rattacher ces diverses consommations à des stratégies de défense, et donc de les débarrasser d'une interprétation naturalisante, la dégénérescence héréditaire dont je vous ai parlé, aussi bien que des conceptions culturalistes assignant la cause à l'environnement socio-culturel ou socio-professionnel. Alors les stratégies collectives de défense. L'alcoolisme y est parfois intégré, mais dans une stratégie cohérente qui utilise les pouvoirs psychotropes calmants et dopants, c'est selon de l'alcool. Calmant, c'est-à-dire calmant de l'angoisse ou de la peur, atténuant aussi les douleurs musculaires et ostéo-articulaires résultant de l'effort physique, d'une part. Dopant, puisque ça peut être l'inverse, dopant par son pouvoir euphorisant, désinhibiteur ou thymo-anéleptique, d'autre part. Mais les pouvoirs psychotropes de l'alcool ne peuvent être exploités qu'à la condition d'être dissimulés, ou en tout cas travestis, plutôt que dissimulés, travestis par ceux qui s'en servent et ne peuvent pas s'en passer. L'usage de l'alcool ne constitue pas à lui seul une stratégie collective de défense. Il s'intègre dans un dispositif plus vaste et plus complexe, associant la prohibition de toute expression de souffrance toute souffrance physique. On ne montre pas la douleur, on ne s'arrête pas de travailler pour une plaie,
pour un choc avec ecchymose, pour une chute sans fracture. On encaisse en jurant, éventuellement, de façon théâtrale et grossière, ou en gardant le silence, sans broncher. On ne s'arrête pas, on ne s'apitoie pas, on ne se plaint pas. Vis-à-vis des risques, on affiche de la désinvolture, du mépris, de l'indifférence. On ne tremble pas, on ne montre aucun signe d'hésitation. Aux mesures de sécurité prônées par les préventeurs, on oppose une résistance, voire une indiscipline, avec des gestes et des attitudes plus ou moins provocateurs. Quant aux risques eux-mêmes, on les tourne en dérision par des mises en scène d'épreuves collectives de bravade et de démonstrations bruyantes de force, de courage et de culot. Quand il y a un conflit entre collègues, avec un apprenti qui montre des signes de mauvaise volonté, ou avec un chef qui dépasse les bornes, on tombe la veste et on traite ça à la régulière, c'est-à-dire en se battant à main nue dans un corps à corps où l'on s'expose au jugement des témoins. Enfin, tout cela s'inscrit dans un système de valeurs étroitement tressé avec la virilité. Boire un verre, prendre un calva, remplir à nouveau les verres de tout le monde, reboire encore le coup de l'étrier, tout cela fait partie des signes extérieurs et ostentatoires de la participation à la communauté des hommes. Boire, ce n'est pas recourir à un calmant de la peur, c'est le signe même de l'appartenance à une communauté soudée par la virilité. Ne pas boire, c'est se conduire comme un pédé ou une gonzesse. Et c'est risquer de se faire exclure par les autres. La stratégie collective de défense exige que tous y participent. Et à l'époque, la confession religieuse n'aurait certainement pas pu s'interposer, exceptionnellement. Les Arabes du bâtiment devaient boire comme les autres, sans discuter. La consommation d'alcool, dans une stratégie collective de défense virile de ce type, comme à l'armée, dans les commandos ou la Légion étrangère, ne tolère pas d'exception. Il y a là une véritable contrainte à boire, imposée par le collectif de défense, et le devoir de solidarité face à l'adversité ou la dureté du labeur ou de la mission. L'identification de cette articulation, de la consommation d'alcool ou d'autres substances psychoactives à des stratégies collectives de défense spécifiques de chaque milieu professionnel en fonction des caractéristiques de l'organisation du travail, conduit donc à une analyse étiologique autre. Le tournant étiologique est extrêmement important car il change les pratiques. Le naturalisme de l'alcoolisme, aussi bien que l'interprétation culturaliste, aboutissait immanquablement à entretenir un point de vue péjoratif et condescendant à l'égard des travailleurs et, dans la suite, à des pratiques évoluant de façon alternante ou alternative entre campagnes de prévention moralisantes et mesures de prohibition ou de sanction. S'attaquer à l'alcoolisme frontalement apparaît en fait comme une stratégie irrationnelle. Il faudrait agir en amont sur les causes de la souffrance qui résident dans les contraintes organisationnelles du travail. L'action préventive rationnelle ne vise pas le comportement des travailleurs. Elle vise à la mise en place de mesures de sécurité collective en construisant des échafaudages sécurisés, en diminuant aussi la pression temporelle sur les délais imposés par la maîtrise d'œuvre, en assurant la maintenance des machines, l'entretien régulier des outils, la propreté des chantiers, etc. Dans certains cas, il faut même en passer, c'est plus rare, mais ça arrive, par la déconstruction collective des stratégies de défense, comme l'a fait par exemple Eliette Karam à la Petrobras au Brésil. La méthode qu'elle a utilisée passait par la mobilisation des familles et des femmes en particulier pour concevoir et mettre au point le scénario de représentation théâtrale sur des thématiques d'accident et de peur au travail. Spectacle monté par des salariés volontaires de l'entreprise, la Petrobras, qui s'adressent aux autres salariés. Le succès incroyable de cette méthode de déconstruction des stratégies collectives de défense n'est possible qu'avec le soutien de la direction. J'insiste, il faut que la direction soit d'accord, qui assume donc, par son accord, de facto, une part de responsabilité dans les conduites alcooliques que les contraintes organisationnelles entretiennent. Alors je vais en venir à la consommation des substances psychoactives et les nouvelles formes de la peur qui ont été rapidement évoquées là, dans l'introduction de ce colloque il y a quelques minutes.
La consommation de substances psychoactives dans les milieux professionnels est-elle toujours au service de stratégies de défense? Les éléments d'enquête dont nous disposons à partir des investigations en psychodynamique du travail font principalement ressortir deux types de contraintes. Toutes deux ont des liens avec la peur. Dans les professions à risque pour l'intégrité physique, la peur était, comme nous l'avons vu, d'abord et avant tout liée au risque de blessures, de chutes, d'accidents, d'électrocution, voire d'intoxication aiguë par une fuite de gaz ou de fluides toxiques. Dans le contexte actuel, deux typologies nouvelles de la peur se dégagent des investigations cliniques. Elles existaient probablement depuis longtemps, mais ne concernaient alors que des franges étroites de salariés. Leur spécificité actuelle résulte, je crois, du fait qu'elles atteignent désormais un nombre de plus en plus important de travailleurs. Ces deux types, donc, sont les suivants. 1. La peur en rapport avec la performance, et 2. La peur en rapport avec la présentation de soi. Alors, sur le premier point, la peur en rapport avec la performance. Avec le tournant gestionnaire, les nouvelles méthodes d'évaluation ont été introduites dans tous les secteurs, pratiquement tous les secteurs d'activité. Il n'est sans doute pas utile de revenir sur la critique des fondements scientifiques de ces méthodes. Vous les connaissez sans doute. Ce qui nous intéresse ici, plus que l'imposture scientifique, c'est la dimension de la domination. Pris entre objectif et performance, chacun se retrouve seul. La mise en concurrence de tous les travailleurs entre eux détruit la coopération et le vivre ensemble. Les solidarités et les collectifs se fissurent pendant que le chacun pour soi et la méfiance entre collègues s'installent dans le monde du travail. La peur prend ici une tonalité nouvelle. Elle concerne non seulement l'angoisse de ne pas parvenir à la performance, elle se double de la méfiance et bientôt de l'hostilité entre les concurrents. La peur de ne pas être assez solide psychiquement pour encaisser le cynisme et la malveillance, l'humiliation et la disqualification publique, surtout chez les cadres, voire le harcèlement, s'ajoute à la peur relative à la contrainte productive et à la performance. Pour faire face à cette peur, les sédatifs de l'angoisse et l'alcool ne sont pas les substances psychoactives les mieux adaptées, car elles nuisent à la capacité d'assumer les contraintes de temps, les contraintes d'apprentissage, notamment avec tous les nouveaux logiciels et autres objets techniques, et les objectifs, les contraintes de maîtrise des nouvelles techniques d'information et de communication qui envahissent progressivement toutes les activités de travail par le truchement des innombrables formulaires et questionnaires de pilotage imposés par les administrations et la gestion, les impératifs de reporting, de certification et de contrôle, etc. Les nouvelles techniques d'information et de communication ne font pas que s'ajouter mécaniquement aux contraintes techniques de métier. Elles interrompent et désorganisent itérativement le travail professionnel par des demandes incessantes. Aussi faut-il faire preuve de cette réactivité dont on tense tous les travailleurs, c'est-à-dire de la capacité à s'interrompre n'importe quand dans son travail pour répondre à l'intrusion incessante des appels par mail ou par téléphone. Il en résulte des retards de plus en plus pesants qui installent l'urgence comme modalité ordinaire du travailler. Non seulement l'évaluation individualisée des performances entraîne l'explosion des pathologies de surcharge, mais elle crée la peur de ne pas tenir les objectifs quantitatifs, de faire des erreurs, car effectivement, la qualité du travail ne peut pas être la même dans l'urgence et dans la sérénité. Au-delà des risques relatifs aux pathologies de surcharge, la fatigue du surmenage s'abat sur une part grandissante des travailleurs. Les sédatifs ne sont donc pas les produits les mieux adaptés aux contraintes de l'évaluation individualisée des performances. Ce sont plutôt les substances psychoanaleptiques qui prennent le devant de la scène, de la caféine à la cocaïne, en passant par diverses formes de cocktails à la mode, dont je ne suis malheureusement pas en mesure de dresser l'inventaire, mais d'autres que moi, peut-être le Dr Hautefeuille sera capable de le faire. Caractéristique de l'évolution récente, les conséquences du travail répétitif sous contrainte de temps ou du travail aux pièces ou au bonus ne concernent plus seulement les ouvriers de la production industrielle de masse. Les cadres, en effet, sont entraînés
dans la suractivité, qu'ils le veuillent ou non. Les conséquences psychiques les plus préoccupantes de la suractivité professionnelle, ce sont pour les psychopathologues l'appauvrissement du fonctionnement psychique et affectif. Chez les cadres de haut niveau, cet appauvrissement aboutit à l'émergence de conduites nouvelles, que j'aborderai un peu plus loin, qui soulèvent des problèmes jusqu'à présent nettement sous-estimés. Il est difficile de dresser un tableau d'ensemble des effets de l'évaluation individualisée des performances sur la montée de l'angoisse dans les différents secteurs d'activité et les différents métiers. Certaines situations, toutefois, peuvent être considérées comme typiques ou comme particulièrement illustratives du processus en cause. On peut analyser ce processus à travers l'impact des nouvelles méthodes de gestion en amont sur la formation des cadres et des élites professionnelles. Je vais ici parler de l'analyse clinique des stratégies de défense que construisent les élèves en classe préparatoire aux grandes écoles, d'une part, pendant le cursus en grande école, d'autre part. L'atteinte au fonctionnement psychique et l'appauvrissement affectif dont j'ai parlé précédemment se repèrent fréquemment chez ceux qu'on appelle les préparationnaires, c'est-à-dire ceux qui sont en classe préparatoire. Là, je m'appuierai essentiellement sur un article d'une collègue très proche, puisque c'est ma fille, qui s'appelle Roxane, et donc qui a fait un article qui va sortir là très bientôt, très prochainement, et qui est une analyse assez approfondie de ce qui se passe donc chez ces jeunes gens. Je la cite. « La mise entre parenthèses des goûts, des désirs, des sentiments s'impose d'emblée. Trop réfléchir, selon Huer, c'est un psychiatre, c'est perdre la partie, car on peut devenir moins enclin à supporter les remarques écrasantes de la part des enseignants, dont ce sera la seule mention, mais en fait ils sont très participants dans les conduites qui vont conduire à l'usage de substances psychoactives, des remarques écrasantes de la part des enseignants, une dose, ils ont beaucoup de mal à supporter une dose trop importante de travail, penser ce ne serait pas bon pour supporter et endurer tout ça, et ainsi être tenté de tout plaquer. C'est ainsi que les préparationnaires adopteraient progressivement des conduites ascétiques. L'ascétisme étant à comprendre comme le contrôle de soi et la substitution du devoir au plaisir ou à l'envie. La question posée ici par une sociologue qui s'appelle Darmon est la suivante. L'ascétisme juvénile des dispositifs, des dispositions ou un dispositif. C'est-à-dire, s'agit-il de dispositions psychologiques, idiosyncrasiques, propres à ces élèves qui viendraient dans ces classes préparatoires et qui les fragiliseraient vis-à-vis des conduites que je vais décrire, ou au contraire, s'agit-il d'un dispositif institutionnel et organisationnel propre aux classes préparatoires qui impose l'ascétisme à tous ceux qui veulent passer par cette formation. L'ascétisme consiste à se priver durablement du sport, des activités artistiques, des spectacles, des sorties entre amis, des relations amicales et des relations amoureuses. Selon l'auteur de cette recherche, l'ascétisme imposé par l'organisation des études associe le renoncement aux satisfactions de tous ordres. La soumission d'autre part, la soumission à l'autorité et enfin la disciplinarisation du corps. Ceux qui parviennent à endurer ce régime pendant 2 ou 3 ans, sans discontinuité, le payent parfois psychiquement au prix fort. Les conséquences se matérialisent dès l'entrée en grande école, c'est-à-dire à la fin du régime ascétique institutionnel de la préparation. Je cite les week-ends d'intégration qui ont remplacé le bizutage, lequel a été interdit depuis 1998. Dans les faits, il s'agit souvent de soirées qui ont lieu dans l'école, tous les soirs, de la première semaine de la rentrée, l'intégration trouvant son apogée lors du week-end. Dans certaines écoles, ça dure plusieurs semaines. Ces soirées sont l'une des premières occasions pour le corps de revenir au devant de la scène. L'alcool et le plus souvent le sexe étant au rendez-vous de ces festivités. Des accidents surviennent. Le décès d'un étudiant suite à une consommation excessive d'alcool en 2005 entraîne la mise en place d'actions préventives dans les grandes écoles, mais également de mesures répressives de la part du gouvernement. Ce qui montre qu'il ne s'agit pas d'accidents, mais de pratiques largement répandues
extrêmement préoccupante au plan de la santé. Les mesures gouvernementales visent à, je cite, lutter notamment contre le phénomène de binge drinking. Terme désignant une consommation technique de l'alcool, l'idée étant d'ingurgiter en un minimum de temps un maximum d'alcool. D'autres accidents surviennent avec des chutes et des défenestrations sous l'empire de l'alcool. Je cite, « Pas une fête ne se déroule sans alcoolisation habituellement massive et collective. Ceux qui se refusent à participer aux soirées sont bientôt ostracisés par les autres. » L'alcoolisation dont il vient d'être question est le plus souvent couplée à une surconsommation sexuelle. De plus amples développements seraient nécessaires pour montrer comment ces modes de consommation s'intègrent dans un dispositif plus large et plus complexe, formant une stratégie collective de défense. Merci beaucoup. Pour moi, ce sera de l'eau. J'ai compris, merci. Donc, formant une stratégie collective de défense contre les souffrances liées spécifiquement au travail de management et de commandement dans le contexte de l'entreprise telle que nous la connaissons aujourd'hui. On pourrait croire que toutes ces pratiques de l'ascétisme institutionnel au bizutage existent depuis longtemps en France et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est inexact. C'est par le truchement des activités associatives, exaltées, voire imposées, dans beaucoup de grandes écoles, que se fait le passage en amont, vers l'amont, des contraintes organisationnelles de l'entreprise vers les grandes écoles et en amont encore vers les classes préparatoires aux grandes écoles. On ne parle évidemment pas de contraintes organisationnelles, mais de valeurs de l'entreprise. Goldman Sachs, par exemple, est un futur employeur potentiel pour les étudiants des grandes écoles d'ingénieurs. Or, Goldman aime prendre les gens quand ils sont jeunes, frais et malléables, je cite, et Goldman Sachs aime leur inculquer la manière de travailler maison. Il aime aussi les sélectionner, les gens qui sont choisis, les sélectionnés ne sont pas seulement censés être les plus intelligents. L'employeur privilégie aussi la capacité à diriger, la concentration au travail et le goût du sport. Les disciplines collectives telles l'aviron, le rugby, le basket ou le foot américain sont très appréciées parce qu'elles allient entraînement acharné et esprit de clan. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la coopération ou l'esprit d'équipe, esprit de clan. Dans certaines écoles, je cite toujours, l'inscription dans une association est clairement obligatoire et répond à la prescription de rester toujours en groupe et de participer à la vie de l'école afin d'intérioriser progressivement les qualités relationnelles attendues de la part d'un manager. C'est à l'aune de cette volonté de développer la pédagogie du savoir-être qu'il faut envisager la manière dont les directions des grandes écoles encouragent les activités extrascolaires et notamment associatives. Je cite encore, « L'objectif est d'encourager l'agressivité et d'exacerber les tensions. Il faut sans cesse surveiller ses collaborateurs, c'est-à-dire ses subordonnés, parce que c'est le nouveau terme pour dire subordonnés, ce sont des collaborateurs. Donc, l'objectif est d'encourager l'agressivité et d'exacerber les tensions. Il faut sans cesse surveiller ses collaborateurs pour détecter les moins motivés, ceux qui ont des états d'âme et qui seront sacrifiés. » Ça, c'est tiré de Prince, qui est une ancienne directrice chez Goldman Sachs. Ce qu'il s'agit de faire remonter dans les grandes écoles, c'est l'ensemble des nouvelles techniques de gestion et de domination. Je cite, « Il n'y a pas de place chez nous pour ceux qui font passer leurs intérêts avant ceux de l'entreprise et ceux des clients », proclame le 7e des 14 principes qui guident la firme. Ces banquiers sont corvéables à merci. Ils mangent, dorment et font l'amour, le portable à portée de main. L'iPhone ou le BlackBerry ne sont jamais éteints, même lors des dîners intimes ou familiaux. L'employé doit constamment être à l'écoute sur son répondeur des incessants messages de motivation de la direction. Je cite Roche, 2012. Maintenant, la peur en rapport avec la présentation de soi.
Chez les managers et les cadres de direction, la peur trouve une autre source dans les contraintes portant sur la présentation de soi. Non seulement il faut tenir les contrats d'objectifs, vivre dans l'urgence et être disponible 24 heures sur 24, il faut aussi montrer, démontrer, exhiber son infatigabilité, son enthousiasme et sa bonne humeur. Cela doit être visible non seulement en réunion de staff ou en présence de ses patrons, mais face aux clients aussi, d'autres banquiers, donc des juristes, des assureurs, des courtiers, des responsables politiques. Pour ce faire, en dépit du manque de sommeil, il convient, le soir, à condition qu'il n'y ait pas de charrette, de se rendre dans le réseau des restaurants, cabarets, boîtes de nuit branchées, où se retrouvent et se côtoient tous ces managers d'élite. L'alcool est au rendez-vous, mais il est alors couplé avec de nombreuses autres drogues, dont la cocaïne, le crack, etc., qui sont ni plus ni moins qu'indispensables pour doper la présentation de soi qui convient. À ces nuits agitées et bruyantes, où il s'agit de s'étourdir et de s'enivrer, d'excès de toutes sortes, il convient de participer si l'on veut conserver sa place, rester dans le coup et faire carrière. Mais c'est en même temps par cette frénésie hyperactive que ces cadres parviennent à maintenir l'efficacité et la continuité des stratégies collectives de défense qui engourdissent la pensée imaginative et la vie des sentiments, en sorte de ne laisser accéder à la conscience que ce qui est relatif aux visées professionnelles et à l'entreprise en termes de stratégie, de réalisme et d'efficacité. On pourrait croire que ces stratégies collectives de défense, accordant une place essentielle aux références viriles, ne concernent que les hommes. Il n'en est rien. Nombre de femmes, même si elles sont en minorité, s'intègrent à ces stratégies collectives de défense et à ces modes de consommation. Il n'empêche que les exigences relatives à la présentation de soi dans ces milieux professionnels sont particulièrement dures pour les femmes. Alors, je ne peux pas entrer plus avant dans l'analyse comparée de leur impact selon le sexe. Pourtant, il y a des grosses différences, car il faudrait trop de temps. Il n'empêche que nombre de femmes, dans ce contexte, finissent par devenir dépendantes de l'alcool, à ce point que dans une consultation spécialisée pour femmes alcooliques, dans un centre hospitalier parisien, étudié par Sophie Bourrier, il s'avère que la majorité des patientes vient de ces professions de cadres et de managers. L'impact de la suractivité sur le fonctionnement psychique, sous la forme d'un appauvrissement psychique et affectif, aboutit chez certaines femmes à la jeunesse de comportements très proches de ceux des hommes, vis-à-vis de la sexualité en particulier. Cette dernière est envisagée d'abord comme une consommation, connue sous le nom de plan Q, CUL, plan Q. Même lorsqu'ils ne sont pas arbitraires, ces cadres, même lorsqu'ils ne sont pas célibataires, j'arrive même pas à me relire, je suis fatigué. Même lorsqu'ils ne sont pas célibataires, ces cadres des professions de l'élite politico-économique consomment les rapports sexuels comme ils ont appris à le faire dans les grandes écoles. C'est un maniement de la sexualité très particulier et beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit, qui prend des proportions considérables. La surconsommation sexuelle est considérée comme une conduite normale, semi-publique, qui peut à la longue devenir compulsive. Cette consommation sexuelle est sans affect, sans sentiment. On baise, vite fait, parfois même sans savoir le nom ni l'âge du partenaire, qu'on ne reverra probablement pas. Aussi faut-il finalement faire une place à cette forme d'addiction qui s'accroît en fréquence parmi les cadres, pas seulement sous la forme du tourisme sexuel, mais de toutes les formes de sexualité, du moment qu'elles sont dépourvues de tout engagement affectif. Ce que les spécialistes ont désigné sous l'appellation de sexe addict. Les chercheurs se sont rendus compte que chez les sujets qui démultipliaient les rencontres, je cite, les chercheurs se sont rendus compte que chez les sujets qui démultipliaient les rencontres, la plupart d'entre eux souffraient de l'impossibilité de contenir et de réguler leur excitation sexuelle. Ce trouble de la sexualité serait plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. 80% des sujets traités pour addiction sexuelle sont des hommes. Cette addiction toucherait environ 3 à 6% de la population générale des États-Unis, selon les estimations de l'Association psychiatrique américaine. Je cite donc Estelon dans un ouvrage très récent, puisqu'il est sorti, je crois, cette semaine ou la semaine dernière. Mais les études
sur les sex-addicts n'envisage jamais les liens qui pourraient exister avec le travail. Ces liens sont pourtant plus que probables. L'auteur de ce récent ouvrage, donc, paru au PUF, Vincent Estelon, commence pourtant la première page de la façon suivante. Je vous la lis. Le corps est étendu sur des draps en satin bleu. C'est un homme, le corps est blanc, les yeux ouverts semblent regarder dans le vide. Est-il mort ? Accord mineur au violon sur fond discret d'un tic-tac de chronomètre. On pourrait croire à un cadavre étendu sur un lit d'hôpital. Non, l'homme vit, les yeux bougent. Nu, l'homme à l'allure athlétique se lève mécaniquement, accomplit les rituels du matin avant de prendre le métro pour se rendre à son travail. Malgré la lumière du matin qui irradie dans son appartement quasi vide et d'une propreté maniaque, l'atmosphère est glaciale. Bourreau de travail dans le monde de la finance, une seule chose anime Brandon en dehors de son bureau, le sexe. Qu'il s'agisse de rencontres furtives, de prostituées ou d'images pornographiques sur Internet, il faut que ça copule. Bon, il faut trouver des corps nus qui s'agitent, s'entremêlent de quelque manière que ce soit. Le film de Steve McQueen, vous avez peut-être reconnu Shame de 2011, met remarquablement en scène ce que la psychopathologie contemporaine désigne sous le terme de sexualité addictive. Je conclus. Sans doute estimerez-vous qu'en abordant le problème des sex-addicts, je franchis les limites de l'exposé sur travail et substances psychoactives. C'est exact. Mais si je me suis permis de le faire, c'est parce que pour le clinicien, les questions scientifiques ne se découpent pas toujours comme pour les disciplines connexes. Les addictions dans le monde du travail entretiennent en effet une relation avec la matérialité des tâches et avec l'organisation du travail, qui passe essentiellement par la souffrance et la formation de stratégies collectives de défense contre la souffrance. Or, ces stratégies sont structurées par des formations complexes où l'usage des substances psychoactives est indissociable d'un ensemble d'autres conduites. Interdit, tabou, il faut dissimuler ce qu'il ne faut pas penser, ce qui au contraire doit être exalté en système de valeurs qu'il convient d'honorer publiquement, voire d'exhiber. La mise en place de la dramaturgie de ces conduites défensives entraîne des modifications en profondeur du fonctionnement psychique, affectif et sexuel. Je n'ai pu donner ici qu'un aperçu sommaire de l'étiologie de ces stratégies de défense et de la manière dont elles sont construites par ceux qui en ont besoin. Intégrées à des stratégies collectives de défense, certaines addictions sont parfois associées entre elles, comme par exemple l'addiction aux psychoanalytiques et sex addiction. Il semble, d'après les investigations cliniques, que lorsque les stratégies de défense impliquent la consommation de substances psychoactives, la souffrance principalement en cause soit effectivement massivement la peur. Mais les formes cliniques de la peur, elles, quant à elles, évoluent et se différencient en fonction des nouvelles méthodes d'organisation du travail. Dans le BTP ou dans l'armée, les risques pour l'intégrité du corps appellent toujours la consommation d'alcool, comme autrefois. Mais dans de très nombreux secteurs aujourd'hui, jusque dans les activités servicielles et dans les tâches managériales et commerciales, la contrainte exercée par l'évaluation individualisée des performances engendre cette peur de ne pouvoir endurer la suractivité nécessaire dans un contexte de solitude et de méfiance vis-à-vis des collègues. Les ressources psychiques individuelles qu'il faut mobiliser pour lutter contre la peur du débordement, ce chaînon intermédiaire entraîne un chaînon intermédiaire qui pour nous est très important, qui est celui de l'appauvrissement du fonctionnement psychique par la surcharge de travail, qui joue un rôle essentiel dans l'accroissement des consommations de substances psychoactives, aussi bien chez les ouvriers que chez les employés, aussi bien chez les étudiants et les cadres dirigeants, en particulier dans l'industrie bancaire. Nombre d'entreprises et de grandes écoles sont complaisantes avec l'usage des substances psychoactives. Au-delà, leur tolérance confine à la collaboration. Il faudra en tenir compte au moment de la discussion sur l'action. Autrefois, les patrons de l'industrie déploraient, condamnaient l'alcool et l'alcoolisme. Aujourd'hui, nombre de dirigeants d'entreprises et de responsables des grandes écoles favorisent l'usage de médicaments et de stupéfiants et les dopages en tout genre au nom des valeurs de l'entreprise. La consommation de produits dopants prend donc place dans un contexte social radicalement nouveau. Peut-être même est-elle en train de devenir, à condition toutefois que l'étude et l'analyse de l'usage des substances psychoactives ne soient pas dissociées des nouvelles méthodes, des questions du travail, c'est bien addiction et travail, alors à ce moment-là, il se pourrait que les consommations de substances
psychoactives deviennent un élément clé dans l'analyse des sociétés contemporaines. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander à Michel Kokorev de nous rejoindre pour le deuxième temps de plénière. Merci beaucoup pour la richesse de cette première conférence qui nous montre à quel point ces stratégies de défense liées à la question des peurs, en même temps, se sont transformées et évoluées, et en même temps sont dans quelque chose qui rejoint constamment la question de l'individuel et du collectif. Et je pense que ce serait bien, Monsieur Dejour, si vous pouvez rester avec nous, parce que si on a le temps de questions, il y aura certainement des questions sur votre intervention. Voilà, et ce que vous avez dit sur les deux typologies de peur, peur par rapport à la performance et peur en rapport à la représentation de soi, et comment aussi la question de la formation des écoles sont en lien avec ensuite la question du travail.